Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Danser sa vie sur ABC Talk. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'avais envie de vous commencer par un grand merci. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, à nous encourager. Vraiment, ça nous fait très chaud au cœur. Aujourd'hui, j'aurais pu intituler mon émission Chanter sa vie, puisque nous allons explorer avec mes deux invités les pouvoirs insoupçonnés de la voix, du chant et de l'éloquence. Toutes deux sont des expertes de la voix. Émilie Brigand est journaliste, animatrice radio, autrice, coach vocal, et elle partage aujourd'hui le plateau avec l'artiste chanteuse Ose à l'univers électropop dynamique et jubilatoire. Chante la vie chante, c'est parti pour danser sa vie. Bonjour, Ose, Karine Hersan. Bonjour Hein, Gaëlle. je t'appelle par ton nom de scène aujourd'hui. Bienvenue sur ABC Talk. Est-ce que tu es bien Merci. installée? Très bien. On ne peut mieux. Confortable, avec cette Parfait. couleur. Tu vas nous amener de la joie dans cette émission. Bah, c'est gentil, j'espère. Tu es aux côtés d'Émilie Brigand. Bonjour Émilie. Salut Gaëlle, salut Karine. Ose. Salut Émilie. Ose. Comment ça va? Ça va, Bien très bien. installée. Ouais, super. Super. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. J'ai des anecdotes à votre sujet. En fait, j'ai croisé votre chemin à toutes les deux. Alors, je vais dire Karine Hersan parce que c'est comme ça que je t'ai rencontrée il y a de nombreuses années. On va pas dire combien. Oh, Mais tu pour- peux, c'est pour pas- je suis pas moi. fâchée. J'ai un papa qui est très mélomane et qui un jour est rentré du Don Camillo. Il avait rencontré une chanteuse où il m'a dit vraiment, elle est incroyable cette fille. J'ai ramené d'ailleurs, c'était un 5 titres à l'époque, avec un mot, cher Gaëlle, bisous Karine. Et c'était toi. Et depuis, j'ai suivi ton chemin. Alors, il évolue, hein, on va y revenir sur cette évolution vers Ose, ton personnage. Mais voilà, merci d'avoir créé cette petite rencontre dans mon existence. Et je suis ravie qu'aujourd'hui tu sois là et tu aies accepté Bah, c'est adorable. mon invitation. C'est adorable. Et puis toi, Émilie, on est complices de radio, toutes les Ouais. deux. On s'est croisés sur Radio Médecine Douce, Mhm. la voix déjà. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette voix, De la voix parlée. de la mon voix côté. parlée de ton côté et aussi du training, comment est-ce Ouais. qu'on peut travailler sa voix, Mm. etc. D'ailleurs, j'aimerais commencer par cette question. Pourquoi on n'aime pas s'entendre? Pourquoi Alors, on n'aime pas sa Certaines voix? personnes aiment s'entendre finalement à force, mais souvent les premières fois qu'on s'entend, on trouve ça étonnant, étrange, perturbant. Tout simplement parce qu'on ne s'entend pas. Quand on a un retour enregistré, on ne s'entend pas de la même manière que la façon dont on s'entend, nous, par l'intérieur, par l'oreille interne et par l'oreille externe. Donc déjà, il y a un décalage. Et ce décalage fait que souvent, quand on trouve quelque chose de bizarre, on se dit « Oh, j'aime pas ». Après, on apprivoise. Voilà pourquoi on n'aime pas s'entendre la plupart du temps. Mais c'est qu'une question finalement d'habitude, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme à force de se croiser dans le miroir, on voit nos défauts, on s'aime pas forcément, mais au bout d'un moment, on s'apprivoise et puis on finit par être moins étonné de notre reflet et puis on s'y On se habitue. fait une raison surtout. On se fait une raison. Hein. Et ben c'est pareil, la voix c'est un peu pareil. Et puis après, quand on commence à la travailler aussi, à explorer toute la richesse que peut avoir notre voix, ben, forcément on commence aussi à l'emmener dans des endroits qu'on pourrait un peu plus apprécier peut-être. Donc on peut apprendre à l'apprécier. Mais il y a un vrai décalage entre le retour enregistré et ce qu'on perçoit nous, donc par l'oreille interne, c'est-à-dire que notre voix, elle passe par notre corps, elle passe par l'eau et par les os, donc elle est déjà déformée, et puis on l'entend donc par l'intérieur et par l'extérieur, comme vous l'entendez. Donc nous, on a tendance à l'entendre un peu plus grave qu'elle ne paraît aux autres, en tout cas. Et quand on s'entend après un retour d'enregistrement, alors ça arrive de plus en plus souvent maintenant, puisqu'on a les téléphones, on fait des vocaux, on a plus l'habitude d'entendre sa voix aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc le décalage est moins fort, on va dire. Mais quand on s'entend, ça passe moins par l'intérieur, donc on perçoit plus les aigus et on se dit « Oh là là, mais ma voix, en fait, elle est comme ça ». Elle est comme ça, mais elle est aussi comme elle est par l'intérieur. En fait, la voix, c'est un mélange de tout ça. Elle n'est pas comme les autres l'entendent, elle n'est pas comme on l'aperçoit, c'est une richesse, c'est tout ça en même temps.
Et ça peut devenir même un métier, puisque toi, Karine, alors ça commence tôt. À 9 ans, tu écris déjà des chansons. Oui, C'est une ça. vraie vocation. Oui, en fait, moi, j'ai toujours dit que j'ai commencé à chanter parce que j'écrivais, pas l'inverse. Et c'est vrai que c'était d'abord ma première thérapie, on va dire, j'ai envie de dire, ma première façon de m'exprimer, en tout cas, qui m'a plu, c'était d'écrire. D'ailleurs, ça a étonné beaucoup les gens parce que je n'aimais pas trop lire et on me disait toujours, bah, si tu peux pas ne pas aimer lire et aimer écrire, et ben si. En fait, si. J'en suis C'est la une preuve. croyance limitante. J'adorais déjà écrire et pas forcément beaucoup lire. Bon, je lisais un petit peu de théâtre quand j'étais petite, etc., parce que j'aimais bien les pièces de théâtre, mais c'est vrai que bon, quand au lycée ou je ne sais plus à quel moment il fallait lire La Chartreuse de Parme ou des trucs, je voyais la taille du livre, j'avais peur, quoi. Je dis c'est pas possible. Mais moi j'ai rien fait, hein. J'ai tout mangé mes légumes, j'ai tout fait bien. Pourquoi je Mais par contre écrire, voilà, ça a tout de suite été on va dire dans mon ADN, quoi. C'était vraiment, j'écrivais des poésies, après j'ai des chansons. Des petites chansonnettes qu'on écrit à 9-10 ans, bon, ça va pas aller. C'était quoi les thématiques alors de ces textes Voilà, de 9 ans? c'était drôle parce que j'étais déjà assez révoltée. Moi, il y a un sujet qui me tenait à cœur, c'est qu'un jour, on avait dû m'expliquer aux infos que quelqu'un avait été en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas finalement commis. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Pour moi, il n'y avait pas pire au monde que quelqu'un qui est en prison. Alors donc j'étais déjà L'injustice, c'était waouh. Et puis bien sûr l'amour et je me souviens d'une anecdote précise d'un poème. C'était pas une chanson, un poème que j'avais appelé Érotisme. Et j'avais été toute fière dans le salon lire à mes parents Érotisme. Alors, un truc qui venait complètement forcément de mon imaginaire parce que j'avais 11 ans. Donc à 11 ans, j'étais pas encore, j'avais pas connu ça de près, quoi. Donc c'était juste voilà de l'imaginaire. Mais quand les parents écoutent ça dans le salon et que la môme toute fière, elle dit ton corps sur le mien, n'en faut plus qu'un, etc. Et ton souffle sur ma peau et tout ce que tu veux, et que ça a été quand même un peu chaud au niveau de. Mon père s'est levé, il m'a mis une grosse claque parce que bon, on n'était pas encore allé à notre époque où maintenant bah, on sait qu'on donne plus de gifs aux enfants, mais voilà, à l'époque, les claques partaient facilement. Et ben, il m'a mis une grosse claque. Il m'a dit, mais c'est fini maintenant, ces trucs d'érotisme. Plus jamais je vais entendre parler de ça. Je suis retournée dans ma chambre. Donc voilà, c'était le décalage entre moi, la joie que j'avais de partager un truc qui était venu comme ça de mon imaginaire. Donc voilà, ça a démarré avec des petites anecdotes comme ça, forcément, parce que bah, les parents, ils se disent, ouais, ça se trouve, elle a connu ça, ça se trouve, elle l'a vécu pour pouvoir en parler comme ça, etc. Non, pas du tout. Des fois, on a juste une grosse imagination. Et puis surtout, on écoute aussi, on s'inspire de choses. Ça peut être un film, ça peut être des images que vous avez vues, voilà, sans pour autant que ce soit interdit ou quoi, mais c'est juste, on laisse parler voilà, notre imaginaire. Donc ça, c'est vrai que les parents, ils ont du mal avec ça. Donc au départ, depuis cette anecdote, je gardais beaucoup mes trucs pour moi. Je dis, on ne sait jamais qu'il y a un truc dans la chanson. Et puis après, les sujets ont évolué. Je pense que tu partages ce que tu vis en chanson ou en poésie ou peu importe, en écrit ou en musique, etc. Et aussi ton regard de ce que vivent les autres autour de toi, quoi. C'est un regard sur la société. Puis des fois, c'est un mélange des deux. Des fois, c'est inventé. Des fois, c'est juste senti. Des fois, c'est vécu réellement. Quand c'est vécu réellement, les gens, je pense qu'ils ont un plus grand, comment dire, quand les gens le reçoivent, je pense qu'ils sont touchés parce que tu perçoivent aussi qu'il y a une part voilà, de vécu. Mais après, il n'y a pas de règle quoi, dans l'écriture jusqu'à présent. Jusqu'à présent, bizarrement, en vieillissant, j'ai l'impression que je parle plus de moi. Mais j'ai écrit sur plein de gens autour de moi. Même des fois, tu es inspiré par l'histoire d'autres personnes, etc. Voilà. Et c'est pas forcément que du vécu 100%. C'est ce que je dis toujours en parlant de Charles Aznavour. Je dis, j'espère qu'il n'a pas vécu tout ça. Parce que quand tu vois toute l'œuvre de Charles Aznavour, le pauvre, tu dis, il n'a pas vécu que des choses drôles quand même. Bien sûr. On dit souvent que la voix, c'est le reflet de l'âme. Ça, c'est un peu le dicton populaire. Qu'en pensez-vous, Émilie? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Sachant que dans ton livre, tu commences par une citation que je ne l'écorche pas. Tu dis la voix est un second visage. C'est sur ton site, je crois. Elle ne triche pas, mais on peut en jouer. Donc moi, je suis un peu sceptique avec les dictons tout faits. Enfin, certains dictons me parlent, mais la voix est le reflet de l'âme. Je trouve que c'est très poétique. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la voix révèle des choses.
Après, d'un point de vue purement scientifique, la voix provient du corps, donc la voix transcrit à la fois nos pensées, mais aussi nos émotions et ce que notre corps traverse. Mais il y a plein de gens notamment, enfin plein de gens, les comédiens, les journalistes, les animateurs, les hommes politiques, qui savent maîtriser leur voix et donc en jouer. Et on peut pas se dire forcément que la voix est le reflet de l'âme parce que c'est biaisé. Donc attention à ce dicton. Un comédien, par exemple, qui va devoir interpréter un rôle, il va prêter sa voix au rôle, mais il va quitter ses propres émotions, il va rentrer dans les émotions d'un autre personnage. Et à ce moment-là, la voix est le reflet de quelle âme? De celle du comédien ou de celle du personnage? Il y a toujours cette question du personnage. Or, dans la vie, on joue des personnages. On peut être très sincère, on peut être très honnête. Mais on peut être très sincère, on peut être très honnête, mais on joue des personnages. On endosse des costumes. Donc, oui, la voix révèle plein de choses de nous, mais attention, plein de gens savent un peu tricher avec, savent en jouer. Donc, attention aux interprétations. Moi, c'est toujours ça ce que je dis. Attention aux interprétations. Attention aux interprétations, d'autant plus que je l'ai vécu, moi, dans ma propre histoire, pardon. J'ai travaillé à la radio assez jeune, mais j'étais à la préparation, à la production. À côté, je faisais du théâtre. Et je n'étais pas très bien dans ma peau, effectivement, je m'exprimais un peu timidement. Et un jour, un mec m'a dit, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, toi tu feras jamais de radio. Ça m'a blessée parce que j'avais envie secrètement de faire de la radio. Et je lui ai dit pourquoi? Et il m'a dit, parce que t'es trop fragile. Sauf que c'était une interprétation un peu hâtive parce qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais timide, j'étais à un moment de ma vie où c'était pas possible pour moi de faire de la radio, d'oser faire de la radio. Et en même temps, tout ce que je vivais à côté, dans l'ombre de ça, à l'extérieur de mon boulot, c'était des choses personnelles dans lesquelles j'ai montré mon courage et ma force et je me sentais pas quelqu'un de forcément fragile. Donc, voilà, il y a toujours attention aux interprétations, quoi. Quelqu'un qui a une voix aiguë, on va dire, c'est une voix fragile, une voix faible. Déjà, ça n'a rien à voir. La hauteur de la voix, le volume sonore. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Vous avez vu Tous en scène, le Oui, dessin animé? oui, bien sûr. Quand on pense à l'éléphant, on a tout compris, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. Mina, je sais pas comment. C'est un des personnages de ce dessin animé. Mais c'est un des personnages phares. C'est-à-dire que ça explique que des fois, juste un petit peu de manque de confiance en soi fait que t'es un peu bloqué. C'est une éléphante, effectivement. Une éléphante, voilà. Et puis, parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. C'est pas le bon moment, mais le jour où elle s'y met. Voilà, mais coller des étiquettes et se dire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé aussi, et ça c'est quelque chose de très important pour moi aussi, dont je parle dans mon livre, à se dire les voix graves, les voix rauques révèlent des personnalités imposantes, autoritaires, à qui on peut faire confiance, à qui on peut donner des rôles dans la vie, importants. Et puis les voix un peu plus aiguës, donc les voix plus féminines, on leur fait moins confiance, etc. Et d'ailleurs, c'est inscrit un peu même dans... Et c'est inscrit dans la culture. Même dans l'inconscient collectif. Parce que moi, je me rappelle que j'avais une voix très aiguë quand j'ai... justement, je me disais, je ne pourrais pas chanter. Quand j'avais 9-10 ans, je n'avais pas encore mué. Et j'avais une voix vraiment... Mais quand je dis très aiguë, limite désagréable. Oui, une voix d'enfant, mais très aiguë. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi j'ai cette voix-là? Et quand j'étais adolescente, les chanteuses qui marchaient, c'était Patricia Cass, Liane Folly. Oui, qui avaient des voix très rondes, chaleureuses. Et moi, je me disais, c'est mort, quoi. Moi, je ne pourrais pas chanter. Et à 13 ans, 14 ans, ma voix, elle a complètement... Mais j'ai une voix grave, mais j'étais contente d'avoir une voix grave. Oui. Comme si c'était un signe. Mais tu incarnes ce que dit effectivement. Son témoignage, il est hyper intéressant. Et moi, je reçois des témoignages comme ça tout le temps et je lutte contre ça. C'est-à-dire que je reçois beaucoup d'appels de gens pour des coachings qui me disent « Alors moi, je voudrais changer de poste, avoir plus de responsabilités, mais je trouve que j'ai une voix plus aiguë, donc je voudrais avoir plus grave. Est-ce que vous pouvez travailler avec moi là-dessus ?» Incroyable. Alors, non.
je vais travailler à mieux la positionner, mais d'abord à la positionner dans un endroit où elle nous fait du bien à nous-mêmes, dans les médiums, pas forcément dans les graves. Et ensuite, je refuse par principe de me dire que, parce que si on l'analyse, de modifier c'est ça, la voix, ouais. qu'il faut avoir une voix d'homme, Ouais. Quelque part, puisque physiologiquement, les hommes ont une voix plus grave grave que les femmes, pour pouvoir aller vers des postes plus importants. On peut avoir une voix de femme, être une femme et avoir des responsabilités. Donc, si la voix n'est pas bien positionnée. La voix aiguë, très aiguë, je ne parle pas des gens qui ont une voix aiguë basique, mais j'ai rencontré une femme il n'y a pas très longtemps dans un cabaret qui était dans le public, et quand elle m'applaudissait dans la salle, je ne la voyais pas. Ouais. Donc je pensais que c'était un enfant. Quand elle criait des choses, etc., je pensais que c'était un enfant. Et quand à la fin du spectacle, j'ai vu que c'était une femme, t'étais étonnée? J'étais hyper étonnée. J'étais là-bas, elle me dit oui, j'ai l'habitude, etc. Et ben je me suis dit, ça ne doit pas être évident quand même pour elle de s'imposer. Comment t'es pris au sérieux quand t'as une voix si... Mais quand je dis aiguë, c'est vraiment une voix d'enfant. Là, tu parles vraiment d'une voix très aiguë, de la même manière qu'une voix très très grave, très très rauque, ça peut avoir tendance à endormir. Donc, évidemment que là, on peut te dire allô monsieur, moi on m'a déjà dit allô monsieur. Quoi. Là, on parle d'excès, tu vois. Mais l'idée, déjà, c'est de positionner sa voix là où on peut parler le plus longtemps possible, sans se faire mal, sans s'essouffler, etc. Et en général, c'est plutôt dans nos médiums. En se préservant un peu, quoi. Voilà, déjà en se faisant du bien à soi. Et en général, c'est plutôt dans nos médiums. Alors, tes médiums ne sont pas les mêmes que les miens. Oui, c'est ça. Déjà, c'est trouver ses médiums à soi. Mais pour soi, pour pouvoir parler, être endurant, etc., etc. Et ensuite, pouvoir jouer avec sa voix en fonction des situations, etc. Mais aller dans ce sens il faut avoir une voix forcément très grave pour avoir plus de responsabilités. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont complexés par ça. Par leur voix. Qui m'appellent et qui disent « Moi, je voudrais avoir une voix plus grave parce qu'effectivement, ils ont une voix, ils ont moins muet ou ils ont une voix un petit peu aiguë. Et ça les complexe. » Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a être complexé parce qu'on a une voix qui ressemble plus à une voix de femme. Et ça, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Après, une voix de femme est plus proche aussi d'une voix d'enfant. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que quand on a une voix vraiment très, très aiguë, comme si on n'avait pas mué, il y a une logique. Michael Jackson, quand il parlait, il avait une voix d'enfant. Bon, il en jouait aussi. C'est la preuve d'ailleurs qu'on peut finalement faire une grande carrière même avec une voix un peu aiguë. Il a la voix aiguë et pourtant... Et il en joue. Mais il en a beaucoup souffert aussi, Mathieu Chédid, c'est ce qu'il raconte dans beaucoup d'interviews, que cette voix très aiguë, comme ça, suraiguë, n'est pas de crédibilité au départ. Au départ, mais à l'arrivée, c'est une de ses forces. C'est une de ses forces et c'est son identité. Et encore une fois, si on va trop dans les graves, si on pousse trop dans les graves, ou si on pousse trop dans les aigus pour modifier sa voix, comme on le fait parfois au théâtre quand on joue des personnages, on se fait mal. Ah oui, moi, l'idée, c'est que je ne veux pas travailler dans la douleur. Je ne veux pas qu'on se fasse mal. Je veux qu'on trouve un endroit où on est confortable. Le nombre de fois où j'ai vu des castings où il y avait marqué soprano et je savais que j'étais mezzo, je partais direct. Il y a des gens qui insistaient en disant on ne sait jamais, peut-être je peux passer. Non, comment tu travailles, toi, Karine, ta voix au quotidien? Finir dans la douleur, c'est ça. Non. Comment tu travailles, toi, justement, en tant que chanteuse? Comment tu entretiens ta voix au quotidien? Est-ce que tu... Alors, moi, ça a été avec différentes étapes. En fait, au départ, j'étais pas trop pour les cours de chant. Enfin, c'est pas que j'étais pas trop pour, c'est que j'ai pas, je pense, trouvé les bons professeurs à une époque. Qui me donnaient des petits conseils, qui me faisaient chanter, puis qui me disaient voilà, tu me dois tant, et puis je chantais, puis je repartais. Et j'avais pas l'impression d'avoir vraiment appris, entre guillemets, quelque chose de concret. En tout cas, quand j'ai démarré à 17-18 ans les cours, j'avais pas vraiment l'impression de ça. Après, j'ai commencé dans les cabarets très jeune, donc à 18 ans et demi, j'étais déjà, on va dire, j'ai appris sur le tas, parce que c'était déjà mon métier, en fait. Je faisais beaucoup de cabarets. Il y a une période où je faisais entre 5 et 9 passages par jour. Donc c'est très 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 costaud. Et donc j'avais absolument plus la place pour travailler mon instrument parce que je travaillais, je chantais, mais j'avais plus le temps ni l'énergie pour dire. Et en plus, à côté de ça, je vais faire une heure de... Enfin, pour moi, c'était impossible. Donc j'y suis allée comme ça un peu à l'arrache, sans me méfier, sans me dire à un moment donné, tu vas peut-être te faire mal. Et c'est arrivé, je me suis fait mal. Et surtout parce qu'il y a eu en plus le décès de mon grand-père qui s'est ajouté, etc. Donc
Je pense que quand on a un choc psychologique, la voix aussi. On dit rester sans voix d'ailleurs. Voilà, exactement. Dans l'expression. Donc ça n'a pas aidé et je ne pouvais plus du tout chanter. J'avais des contrats à honorer. J'étais à base de piqûres de cortisone dans les fesses pour pouvoir. Donc les gens ne devaient pas comprendre parce que je ne pouvais pas parler, mais je pouvais chanter. D'accord. C'est-à-dire que la cortisone agissait sur mes cordes, sur la voix chantée, mais n'agissait pas sur la voix parlée. Donc sur scène, ça donnait bonjour, je vais chanter. Et après, je chantais. Ah ouais. Les gens disaient, mais c'est quoi ça? C'était quand ça? C'était il y a longtemps, c'était une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, donc de ma vie où je me disais, je ne vais pas commencer à me faire shooter à la cortisone. Enfin, je voyais bien que ça ne devait pas être super pour la santé. J'ai rencontré une phoniatre qui s'appelait Marie-Agnès Faure, qui est extraordinaire, et qui est encore vivante. Je ne sais pas si elle est encore en activité parce qu'elle était déjà âgée à l'époque, mais une femme, mais vraiment, qui m'a, on va dire, débloqué plein de choses, et j'ai compris plein de choses avec elle. Les premiers cours, je me suis dit, là, je ne sais pas ce qu'elle prend, mais c'est de la bonne. Enfin, je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que vraiment on était de deux planètes différentes et que nos planètes allaient avoir du mal à se... Dans ce qu'elle te proposait comme exercice. Exactement. Voilà, tout le discours qu'elle avait, le pantin. Alors, il y avait très imagé à chaque fois, etc. Le micro, mais le micro, c'est ton ennemi. Mais pourquoi tu as pris ces mauvaises habitudes avec le micro? Parce que tu cries dans un micro. Pourquoi tu veux crier dans un micro? Le micro, lui, il est déjà là pour faire en sorte que ta voix soit plus forte à l'arrivée. Donc, pourquoi tu veux crier dans ce micro? C'était en force, en fait, voilà, quand tu tout chantais. le temps. Donc, à chaque fois, apprendre à repositionner, etc. Et puis, quand elle a commencé à rentrer sur le terrain, tu vas apprendre à chanter avec tes fesses, tu vas apprendre à chanter avec tes cuisses, tu vas apprendre à chanter avec tes pieds. Moi, quand on allait aux pieds, j'étais là, j'ai pu tout arrêter. Hein. Et finalement, au fur et à mesure des séances, j'enregistrais toutes les séances, je retravaillais à la maison. C'est la seule fois de ma vie d'ailleurs où j'ai cru en quelqu'un au point de retravailler chez moi parce que en général, ce qu'on me disait, ça rentrait là, même à l'école c'était un peu pareil. Mais là, c'est voilà, la première fois de ma vie, j'ai dit non, je vais essayer d'aller au bout du processus et de vraiment suivre ce qu'elle me recommande. Et j'ai eu raison parce que franchement, un jour je suis arrivée toute contente. Je dis ça y est, j'ai chanté avec mes cuisses, j'ai compris. Du coup, tu avais le même langage. Ah oui, à la fin on parlait la même langue, c'était génial. Et quand tu comprends, quand ça se débloque, quand tu le sens dans ton corps en plus, c'est hyper impressionnant parce qu'au début tu te dis, mais tu sais pas, enfin pour toi c'est vraiment, je sais pas si j'arriverai à le retranscrire, à le faire à quelqu'un, j'ai jamais essayé. Mais ce qu'elle m'a apporté, c'était énorme parce que, par exemple, c'est un sujet tabou, mais les règles douloureuses, etc. Toutes les femmes ont une semaine par mois ou 5 jours par mois, c'est quand même compliqué. Pour le chant, c'était hyper compliqué pour moi. Ça influençait ton... oui, parce que j'avais beaucoup de mal à utiliser le ventre sur des périodes comme ça, quand tu as très mal au ventre, etc. Ou même une douleur au ventre pour d'autres raisons. Et puis nos cordes vocales sont imprégnées par les hormones. Donc, de toute façon, les études montrent que même dans la voix parlée, pendant les règles, on est plus fragile. On est plus fragile. Donc imagine quand tu dois bastonner des trucs, parce que c'est des répertoires quand même. Moi, je m'attaque à du Starmania, du Johnny, Highway to Hell, des trucs comme ça, donc il faut quand même y aller. Quoi. Après, tu peux adapter aussi le répertoire selon, tu vois, ta fatigue, etc. Mais quand même, les gens, ils attendent un truc, tu sais que tu es capable de faire, donc tu as envie de le faire quand même, parce que tu n'as pas envie de faire un show un peu moins vocal, donc un peu moins sympa pour les gens. Le show règle. Et le show. C'est ça, le show, tu peux pas trop. Et finalement, d'apprendre à chanter avec, comme elle disait, les fesses, ou les cuisses, ou les pieds, et d'apprendre tout, mieux maîtriser sa colonne d'air, mieux maîtriser tout quoi, l'envoi, etc. Puis aussi se ménager, parce que finalement c'est ça, c'est chanter, mais sans se faire du mal. Et ça a été un long apprentissage parce que justement j'avais trop... je donnais trop, j'étais trop en fait. Mais ce que tu l'illustres bien, c'est aussi la présence du corps, en fait, l'engagement du corps. Et ça, Émilie, donc dans ton livre, tu en parles beaucoup, Bien dans ma voix, tu parles du lien avec le corps et avec les émotions aussi. Ce que tu dis par rapport à ton grand-père quand ça t'a laissé sans voix. Comment on fait? Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce lien justement voix-corps, voix-émotion? Oui, alors déjà, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu as dit, Karine. Moi, je fais beaucoup travailler les gens... sur le corps, et tu vois quand ta prof de chant, non, ta phoniatre, te disait chante avec les fesses, chante. Moi, j'ai toute une partie comme ça sur la respiration et la posture. Je fais marcher les gens, courir les gens, et je leur demande de respirer avec tout le corps. Alors ils me regardent, je fais respirer avec les cheveux, avec les ongles, avec les pieds. Au début, ils me regardent comme
un peu bizarrement. Et en fait, ce qui est important, c'est de réaliser à quel point la respiration demande vraiment mobilise tout le corps. Et qui dit respiration dit voix, puisque la voix, c'est quoi? C'est l'air qui sort de notre corps et qui, à l'expiration, justement, fait vibrer nos cordes vocales. Et on va donner des formes différentes au son avec les positions de notre bouche, de notre langue, de nos joues, etc., etc. Et puis comment on fait résonner dans le palais, dans le nez, etc. Mais ça ne se passe pas que là, quoi. Ça se passe partout. Et puis, il y a vraiment ce besoin de s'ancrer, disons, le bas du corps, en dessous du nombril, dans le sol, dans le siège. Ça, c'est hyper important. Et d'être disponible en haut. Parce que en haut, c'est là où on va garder justement la possibilité de bouger les mains, de se tourner vers les uns, vers les autres, d'être disponible, d'être à l'écoute et aussi de pouvoir donner. Il y a vraiment ces deux parties du corps à dissocier et associer en même temps. Et je ne sais plus quelle était ta question de base, mais oui, l'implication du corps, elle est de fait, puisque la voix vient du corps. Souvent, on confond la voix et la parole. La parole sont les mots que notre esprit produise et que notre voix sert juste à former. Mais la voix, c'est une production du corps. Donc forcément, elle vient du corps. Et quand notre corps est traversé par nos émotions, en fait, c'est un instrument à la fois à cordes et à vent. C'est le seul au monde. Donc c'est génial. C'est un instrument merveilleux avec plein de possibilités, mais qui vient du corps. Et donc, si on ne travaille pas le corps, on ne peut pas travailler la voix. Ouais, c'est vrai. C'est impossible. Mais moi, j'en revenais là pour te dire les différentes étapes. Après cette étape de Marie-Agnès Faure, je suis restée j'ai envie de dire, plus de 20 ans. J'en ai 20 ans à ne me poser aucune question sur la voix. Je n'ai quasiment plus de période d'aphonie ou de problème de voix. À chaque fois que j'avais un petit problème de voix, on va dire juste le petit forçage. C'était à base des Résimum, que je conseille. Les Résimum, c'est quand même le meilleur ami. Qu'est-ce que c'est les Résimum alors? Les Résimum, c'est un produit naturel qu'on achète en pharmacie, mais c'est l'homéopathie. Donc c'est vraiment, il n'y a rien de... contrairement à la cortisone, des produits comme ça, qu'on conseille systématiquement à des chanteurs quand ils sont à faune ou qu'ils ont un problème de voix. Ça, il faut arrêter. Enfin, moi, je suis contre ça maintenant, le côté systématique du les 3 jours de cortisone. Non, c'est répandu, ça, dans le milieu répandu. Des chanteurs. C'est aussi un traitement, disons, d'urgence. Le problème, c'est que... Pour être efficace un soir, si tu dois chanter. Ça peut être efficace dans l'urgence. Je comprends. Voilà. Mais des fois, pour pas grand-chose, on se retrouve avec 3 jours de cortisone. Mais ça ne peut pas être un traitement de fond. De toute façon, c'est impossible. Impossible. On donne toujours 3 jours, 5 jours maximum. À l'époque, on donnait 5 jours. Et au fur et à mesure du temps, ils ont réduit à... J'ai vu que maintenant, ils donnaient toujours que 3 jours. Mais moi, la plupart du temps, quand on me met une ordonnance comme ça, je dis non, mais vous savez quoi, je vais essayer avec des produits naturels. Je vais boire des tisanes de thym. Maintenant, j'ai plein de remèdes. Alors, pourquoi j'ai plein de remèdes encore plus aujourd'hui? C'est que, donc, après c'est plus de 20 ans sans problème, il est arrivé le Covid. Et c'est là où je voulais en venir. Il est arrivé le Covid. Il est arrivé, celui-là. Ce Covid que personne n'attendait. Et moi, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, imagine, je reste 15 jours sans chanter, mais t'imagines l'enfer. Ah ouais, non, je suis pas restée 15 jours sans chanter. Ça, je pensais que c'était l'enfer, 15 jours sans chanter. Je savais pas que ça allait être presque 2 ans. Et donc, la première période où je suis restée sans chanter, c'était 4 mois. 4 mois sans chanter, ma voix, elle a survécu. Quand j'ai réattaqué, rien n'avait bougé, tout allait bien. J'ai pu reprendre le rythme assez facilement. Le deuxième confinement, enfin la deuxième phase du Covid, je suis restée 8 mois pile sans ouvrir la bouche. Sauf que n'importe qui au monde aurait dit, je vais travailler chez moi, je vais faire mes vocalises, je vais entretenir ça. Parce que, ou faire des lives avec ta communauté, tout ça. Tel état la première fois, j'avais fait des lives, la deuxième fois, pas du tout. Un tel état psychologique un peu vraiment sombre. J'étais pas en dépression, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. C'est-à-dire que j'avais plus envie de communiquer par le chant parce que j'étais pas heureuse avec un avenir incertain, avec tout ce qui se passait, etc. Du coup, cette phase-là, elle a été super compliquée parce que je n'ai pas chanté, mais du tout. Et je suis restée 8 mois sans chanter, en me disant, avec tout ce que j'ai chanté dans ma vie, ça me reposera la voix. Oui, super. Quand j'ai voulu reprendre, non, mais ça a été un enfer, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait tout... Et tout ça, c'est un muscle, hein. Ah oui, c'est exactement. T'arrêtes le sport 8 mois. Ah bah c'est mort. Ton corps, il est plus dans le même état. C'est ça, exactement. Tu reprends, ça te paraît difficile. Exactement. Bah là, ça a été
horrible. Vraiment, là, je dis un message pour ceux qui voudraient un jour, si ça N'arrêtez arrive pas à de nouveau, chanter. quoi, n'arrêtez pas. En tout cas, pas une période aussi longue, c'est impossible. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué pour s'en remettre. Et du coup, on a résulté que l'année dernière, entre mars et septembre, j'ai énormément chanté. Début septembre, plus de voix, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? La voix se casse. Ah, il y a un problème. Ah, polype. Polype, le polype du chanteur, le fameux Le polype. Il y a le Et là, polype de l'instituteur aussi. Hein. Ouais. voilà. Et là, on m'a dit, Mm. vous inquiétez pas, c'est pas cancéreux, c'est pas machin, mais c'est le polype du chanteur. Et on fait quoi? Ça vous gêne? Ah, mais c'est même plus que ça me gêne. Je ne peux plus chanter du tout. J'ai baissé tout de 3-4 tons. Tu as changé de tessiture, c'est ça, Oui, de J'ai teinte, tout ça? complètement- ouais, c'est même plus changer de tessiture, c'est carrément j'étais à la cave de la cave. Je Mm. ne pouvais plus. Même Amy Winehouse, même des trucs qui étaient au départ qui me semblaient faciles, mais tout me semblait infaisable, quoi. Et donc j'ai commencé à annuler les concerts, enfin, ça a été un peu compliqué. Et là, on m'a dit opération au mois de janvier, donc ça c'était en novembre dernier, opération au mois de janvier prévue, etc. Dès qu'on m'a dit que j'allais me faire opérer, alors le cerveau aussi, ça, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur le cerveau. Ça marche. Comment fonctionne-t-il Parce Plusieurs que du émissions, jour où on peut-être. m'a dit que j'allais me faire opérer des cordes vocales, 48 heures après, ma voix était revenue. Alors que ça faisait presque 2 mois que j'arrivais plus à chanter. Mm. Et elle est revenue du jour au lendemain. Elle était partie 10% par 10%. Elle est revenue du jour au lendemain avec des aigus que j'ai retrouvés, que j'avais même pas eu, même avec la reprise, etc. Ok, bon là je comprends plus trop. Et donc je rappelle le chirurgien, je dis bah, écoutez, pour l'instant je me fais pas opérer parce que C'est revenu. j'ai pas envie d'aller me faire opérer alors que ma voix ça va, quoi. Donc si un jour ça revient, on verra. Donc tout ça pour en revenir que le forçage, les 8 mois d'arrêt, enfin tout ça c'était des mauvaises idées et ça fait que même avec l'expérience soi-disant d'une vingtaine d'années, etc., avec tout ce que j'avais fait auparavant qui je pensais me protéger de ça, maintenant je suis repartie comme au début, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait tout réapprendre. Donc j'ai repris même des cours voilà, pour repositionner. Et surtout, j'ai vu une orthophoniste. J'ai fait plusieurs séances, etc. Malgré que ce soit revenu, j'ai voulu quand même me protéger et reprendre des bonnes habitudes. C'est l'influence aussi de psychologique, c'est ce que tu dis au Ah oui, moment où tu n'es complètement. vraiment pas bien. Et ça, c'est vrai que ça a énormément d'impact sur la façon dont on parle. Et là, tu parlais de la parole, de la voix. La prise de parole est un vrai exercice dans notre société. C'est-à-dire que j'imagine que les gens qui viennent te voir, parfois, peuvent aussi pour une préparation de prise de parole, pour un changement de job ou des choses comme ça. C'est quasiment toujours une question de prise de parole, Ouais. puisque c'est ce sur quoi je travaille. Soit, alors effectivement, une question de volonté de modifier la voix. Mais là, j'ai toujours de longues discussions avant qu'on entre dans un travail. Modifier, oui, mais encore une fois, dans le bien-être et pour de bonnes raisons. La question de la prise de parole, elle vient jouer sur la question de la timidité, elle vient jouer sur la question de trouver ses mots, elle vient jouer sur la question de la confiance, tout simplement. Donc, il y a de quoi faire. Après, moi, je ne suis pas psychologue, même si ça a été la psychologie, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et en même temps que je passais je ne sais plus ce que c'était, ma licence d'art du spectacle, j'allais écouter les cours de psycho en amphi parce que voilà, ça me passionnait. J'ai quelques bases, mais voilà, je ne suis pas Tu psychologue. travailles pas dessus. Mais forcément, ce sont des questions qu'on évoque en séance. Et moi, je les aborde par le biais de la voix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, tu es timide, ok, tu manques de confiance, mais il n'y a que dans la pratique, il n'y a que en se jetant dans la gueule du loup qu'on va réussir à débloquer des choses. Il n'y a que par l'exercice, finalement, par l'expérience. Donc, on pratique quand même beaucoup. Et puis, voilà, on rencontre des résistances, et là, on en discute. Mais y a une notion qui est intéressante justement sur cette notion de la timidité. J'adore quand les gens me disent qu'ils sont timides. Déjà parce qu'il y a plein d'artistes timides et qui sont des grands orateurs et qui pourtant sont extrêmement timides. Moi, la première à la base d'ailleurs. Mais qui ont du mal, même avant de monter sur scène, pour eux, c'est presque une épreuve. C'est une épreuve. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, même des humoristes, c'est étonnant parce que quand tu les vois sur scène. C'est étonnant. Et en fait, c'est beaucoup de grands timides beaucoup. qui, tout d'un coup, sur scène ou devant un micro, vont éprouver cette forme de magie qui on endosse un rôle, on rentre dans quelque chose d'autre, on se permet
Et puis hop, après, on redevient soi et on redevient timide. Et j'adore les gens timides parce qu'en général, ce qui fait la différence entre quelqu'un de timide et d'introverti, c'est que quand on est timide, on a très envie d'eux. L'envie est là. Mais on n'ose pas. J'aime bien, je dis ose avec. J'appuie sur ose parce que j'aime bien ton nom de scène. Quoi. C'est gentil. On n'ose pas quand on est timide. Mais le feu, il est là. Le feu, l'envie, bien quoi. sûr, l'envie. L'introverti, il n'a même pas envie en réalité. Et c'est très difficile de travailler avec des vrais introvertis. Mais c'est important que tu fasses la différence entre les deux parce que c'est souvent associé, effectivement. Ouais. Non, et c'est pas forcément la même chose. Tous les timides ne sont pas introvertis. Exactement. Même pour eux, c'est compliqué. Pour moi, l'introverti, il faut le laisser tranquille. Alors, j'ai des vrais introvertis qui viennent me voir et qui me disent, pour des raisons professionnelles, il faut que je me fasse violence et que... Alors, je dis, oula, violence. Non, on va pas se faire violence. Mais effectivement, et là, il y a souvent... Travail, je leur demande de faire un travail de thérapie en plus parce que il y a la question du feu qui n'est pas là. Et on n'est pas obligé d'avoir envie de sortir de soi, de partager. On n'est pas obligé. C'est juste que certaines personnes, voilà, pour des raisons professionnelles, sont obligées de faire ce travail-là. Et là, c'est plus compliqué. Mais moi, les gens qui arrivent et qui me disent « moi, je suis timide », ah, j'adore. Je me dis « ah, ben, on va pouvoir faire un super travail » parce que je sais que ça bout à l'intérieur. C'est juste, il y a des limites, des petites portes à ouvrir. Et puis, une fois que vous les mettez effectivement sur scène ou derrière un micro, il y a une magie qui opère. J'adore ça. Je le dis, j'ai la chair de poule parce que je l'ai vécu moi-même. Ça te parle, ça résonne. Ouais. Et une personne qui nous regarderait là comme ça et qui se dirait « tiens, moi ça me parle, je me sens timide, ça résonne ce qu'est en train de me dire Émilie », quel premier pas tu pourrais lui conseiller pour commencer à oser justement? Un petit pas très simple. Un petit pas, en général, le premier pas, c'est quand les gens décrochent leur téléphone pour m'appeler. Parce que sur mon site, il y a mon numéro de téléphone et je fais exprès de le mettre. Parce que, bon, je ne vous cache pas, 90% des gens m'écrivent. Mais je leur dis toujours, avant de prendre rendez-vous, on va se parler. Et là, je sens, je vais lui parler. Mais on va se parler normal, je veux dire, il n'y a pas de... Mais déjà, un timide, il a du mal à décrocher le téléphone et à parler à une inconnue. Il a envie, mais voilà. Donc déjà, le fait de discuter un maximum avec les gens, de se dire... Je sais pas, je suis à un bar, à une soirée, etc. Le timide, il a envie de parler, mais il est là, il n'ose pas trop, il reste un peu dans son coin. Mais quand même, il a envie. Puis il rentre chez lui, il se dit « j'ai pas réussi, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, etc. » C'est déjà, au lieu de se dire, c'est juste « oh là là, ça va être horrible, je vais devenir rouge, je vais avoir la voix qui tremble. » On s'en fout. On a le droit d'être des humains, d'avoir peur, de devenir rouge, d'avoir la voix qui tremble. On s'en fout. Juste... pose une question à quelqu'un, à côté de toi, en face de toi, à quelqu'un que tu ne connais pas. Va déjà poser une question. Donc on peut la préparer, par exemple, cette question, pour que ce soit plus facile. Bien sûr, parce que les timides, ils ont souvent peur qu'on leur pose des questions, qu'on rentre dans leur intimité, qu'on les dévoile, qu'on les révèle. Eh bien, inverse le truc. Toi, va poser une question à quelqu'un. Déjà, la personne, elle est flattée parce qu'elle se dit, tiens, je l'intéresse. Complètement. Voilà. Et puis, c'est toi le maître du jeu, c'est toi qui poses la question. Pourquoi les animateurs, les journalistes sont des grands timides? En réalité, eux, ils posent les questions. Ce n'est pas eux qui racontent leur vie. Alors moi, je suis un peu des deux côtés. Mais en général, ils sont beaucoup plus à l'aise pour poser des questions que quand il s'agit de parler d'eux. Donc, décrochez le téléphone, appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment en soirée, au bar, au travail. Voilà, posez des questions, rentrez dans des petites discussions avec les gens. Premier pas pour oser. Premier pas pour oser. Alors justement, ose, tu vois, je me sers de ta transition. Tu parlais un peu de la mue que tu avais traversée aussi, avec toute ta découverte vocale, ensuite le confinement. Est-ce que c'est comme ça que commence à émerger ce personnage, enfin ce nom de scène, Ose, qui correspond quand même à une évolution dans ton travail? Alors ça a été juste avant le Covid, donc ça a été une envie déjà au départ par rapport à un style musical, parce que en fait j'avais fait pas mal de projets, j'étais passée d'un projet chanson à un projet jazz manouche à l'époque chez Universal, chez Polydor, un album jazz manouche. Ensuite je suis repartie vers mes premières amours avec la pop, donc j'ai remonté une équipe, on a fait La Cigale, etc. avec un projet plus pop.
Et à un moment donné, quand j'ai eu envie de faire ce projet un peu plus électro, je me suis dit, non, mais attends, tu peux pas, quoi. Karine Arsan, elle peut pas. Enfin, voilà, on est en France, remettons les choses. Les chansons, c'était vraiment Ouais. une chanson française. Enfin, pour Ouais, que voilà, les gens c'était comprennent, plus, la voilà. vitesse supérieure, c'était ton. C'était enfin, l'album, voilà, Jazz l'album, Manouche avec la Maison de ouais. Parapluie, etc. Ouais. Ouais, où, voilà, c'était plus chanson française, etc. Donc je me suis dit, là, les gens, je vais trop. Enfin, pour eux, ça va être perturbant, en fait, entre guillemets. Donc j'ai décidé de faire ce projet en parallèle sous Ose. Comme ça, Ose, en fait, elle peut se permettre de faire ce projet électro. Pas parce que c'est pas Karine Arsan. Voilà. Non, voilà, donc voilà, c'était plus dans ce sens-là. Puis comme je continue encore les cabarets jusqu'à présent sous le nom de Karine Arsan, voilà, je voulais pas trop brouiller les pistes. Et surtout, avec l'arrivée des plateformes, ça me permet d'avoir des projets bien dissociés et de pouvoir défendre mes compos sous un autre nom en ce moment par rapport à ce projet, voilà, qui me plaît. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à faire des chansons plus tard sous Karine Arsan, mais pour l'instant, voilà, c'est ce projet-là que je mets en avant et c'est ce projet que j'ai envie de défendre sur scène. Quand je fais mes concerts, les premières parties, c'est vraiment j'axe la promotion sur Ose, quoi. Parce que des premières parties, tu en as fait beaucoup. C'est un vrai training, c'est un vrai talent, ça, en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est. Alors, moi, tu as fait la première Morane, notamment. Tu connais bien Jeff Panaclock, dont tu as fait aussi les premières parties de Jeff. Ouais. Ça a été des rencontres. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des choses organisées, entre guillemets, dans un cadre de promotion par mon ancien tourneur Gérard Drault Productions, qui lui m'avait organisé, entre guillemets, enfin lui proposait en fait des artistes qu'il avait lui dans son catalogue à des artistes étrangers qui venaient faire des Olympias, etc. Et c'est eux qui choisissaient parmi 3-4. Et puis j'ai eu la chance d'être choisie par Liza Minnelli, par Diana Krall, voilà, plusieurs fois j'ai eu cette chance-là de faire des belles premières parties. Et puis en parallèle, après, c'est les rencontres. Elise Moon, ça a été une vraie rencontre. Il est venu, tu parlais tout à l'heure du Don Camilo, mais il est venu au Don Camilo un soir et il m'a dit, voilà, ce que tu fais, ça me plaît. Est-ce qu'on peut discuter ensemble? Peut-être que tu viendrais en première partie sur des Olympias. Alors je dis, ah ouais, ce serait génial. Et il a vu que je préparais mon propre Olympia à ce moment-là. Donc il m'a dit, ah non, bah, c'est mort. Alors, parce que tu prépares ton propre Olympia, tu ne vas pas venir en première partie. Oh, j'ai dit, si, tout. Je fais tout. L'Olympia, c'est l'Olympia. C'est pas parce que je l'ai fait une fois en vedette que je peux pas le refaire. Quelle expérience, l'Olympia. C'était génial. Mais du coup, j'ai fait mon Olympia avant de le faire en première partie. Donc, c'était assez drôle. Parce qu'avant mon propre Olympia, je n'étais jamais montée sur la scène de l'Olympia. Et après le mien, je l'ai refait 17 fois. Donc j'avais l'impression de faire les choses un peu Donc là, tu l'as fait sous quel nom, alors, ton Olympia, justement? Mon Olympia, je l'avais fait sous le nom de Karine Arsan. Voilà. Et après, dans la foulée, donc j'ai fait avec Ellie donc cette fameuse semaine, sur 3 semaines en fait d'Olympia. Il m'avait pris une semaine une autre artiste et une semaine, enfin on était 3 à faire une semaine chacun, quoi. Et quand il est parti en tournée, il faisait la tournée des Zéniths à ce moment-là. Et il me dit, ah bah désolé, il nous dit à nous 3, désolé les gars, en gros, moi quand je pars en tournée, je prends pas de première partie. Oh, moi j'étais un peu triste parce que j'avais adoré le public d'Ellie, c'était vraiment un public qui répondait bien à mes chansons à ce moment-là, etc. Donc j'étais frustrée, quoi. Je me suis dit, une tournée des Zéniths, ça aurait été quand même cool. Et la première date, je me rappelle, c'était à Rouen. Et j'ai insisté, en fait, auprès d'Ellie. Je lui ai dit, ah, mais quand même, t'es sûre? Ça peut être cool, une première partie même en province, parce que moi, j'en ai marre. Je vois que des Parisiens tout le temps, ou que des gens qui viennent. Bon, c'est sympa, les Parisiens, mais bon, moi, je chante à Paris tous les jours. Donc, pour moi, il n'y avait rien d'exotique, quoi. Mais alors que de partir en tournée dans toute la France, vraiment, ça me branchait, quoi. Et du coup, il m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, tu viens. Il me dit, moi, je suis sûre que le public en province, ce sera beaucoup plus compliqué, il sera beaucoup moins, comment dire, enthousiaste, quoi. Et plus dur, en tout cas, à choper. Je dis, ah non, je suis pas d'accord, je pense que. Ah bon, moi, je défendais forcément mon truc. J'ai dit, écoute, on essaie sur une date. Il me dit, on fait ça. Tu viens sur une date, tu viens à Rouen. Si à Rouen, ça le fait, on voit après ce que. Et donc, il a été adorable. Ellie, c'est vraiment un mec qui tient ses promesses, qui est très. Qui est un être humain charmant. Et il me dit, écoute, voilà, on le tente. On va à Rouen. Là, je croisais les doigts, j'ai dit, il suffit que tu as un mauvais public ce soir pour que ce soit cuit, quoi. Et en fait, on a eu un super public, les gens, super réaction et tout. Donc, arrivé là, il m'a dit, bah, écoute, c'est cool, je t'embarque. On a fait genre 25 zéniths, quoi. Et ça a été une folie. Donc, c'était une super expérience. Donc, c'est des rencontres. Ça peut être comme des trucs de producteurs. C'est pour ça que quand les gens me disent, ah, les premières parties, c'est souvent, en gros, c'est arrangé. Puis voilà, quoi. Bah non, c'est aussi des moments comme ça. Morane, c'était un plateau télé.
Quelle chance. Morane, voilà, ça a été une petite... Même un plateau radio, c'était que le studio d'RTL. On s'est rencontrés au studio d'RTL. En studio d'RTL, donc on a sympathisé. Elle m'a dit, ah, ça me ferait plaisir que tu viennes. Honorée. Avec plaisir. Hyper honorée. Et puis voilà, après Jeff, Jeff c'est parce qu'on est resté longtemps au cabaret chez ma cousine tous les deux. Pendant 5 ans, on était tous les soirs sur le même plateau, donc on est devenus très amis. Donc après, voilà, c'est plus une histoire d'amitié, de copinage, comme on dit dans le métier. En tout cas, tu as une communauté qui te soutient parce que là, tu quittes en fait un petit peu le champ produit en fait avec Ose. Là, c'est toi qui fais toute ta production, c'est ça? Exactement, ouais. Et tu disais justement que, alors tu as deux premiers titres qui sont sortis et ça a été carton plein, les gens se sont emparés de ça en fait. Tu as vraiment une communauté soutenante. Oui, soutenante, oui. C'est-à-dire que ça a été plus flagrant sur Ose, en tout cas plus rapide. Parce que Karine Arsan, bien sûr, après tu construis le truc d'année en année. Mais ça a été plus rapide. J'ai vu que les gens sont vite venus. Bon, peut-être parce que si c'est pas trop la même cible, je sais pas, j'ai pas trop analysé comment ça avait. Ose, c'est un projet, je pense que aussi très, comment dire. Les gens Oser. ce qui ressort, c'est ça, c'est oser. Non mais ce qui ressort, c'est que c'est plus joyeux entre guillemets. Voilà, c'est joyeux et peut-être que c'est arrivé aussi à un moment où les gens avaient comme moi envie de quelque chose de plus joyeux. C'est thématique, c'est vraiment c'est très dynamique. On est sur électropop. Tu parles beaucoup du temps, tu parles de la fête justement, exactement. des pulsions. Mais même si dans les chansons. Voilà, je pense qu'il y a pour moi, il y a une double écriture, donc forcément, il y a une double lecture. Mais par exemple, Pas le temps, elle est dansante, enfin, elle est dynamique, etc. Mais pour moi, elle est grave dans le sujet, parce que Pas le temps, ça veut vraiment dire... voilà, alors après, avec mon mari, souvent, on a ce genre de discussion, et les gens écoutent quoi? Plus la musique ou plus les paroles ou plus... Lui, il me dit toujours que c'est la musique qui prime, etc. Et les paroles, souvent, d'ailleurs, il me dit « Oh, les paroles, moi, j'ai même pas écouté, je sais pas. » Pour lui, c'est secondaire, il est musicien aussi, et il écrit aussi, il écrit super bien d'ailleurs, mais pour lui, il dit toujours que c'est la musique qui prime. Je pense que c'est vrai parce que les gens analysent plus les textes, j'ai remarqué, en live, que ce qu'ils vont le faire quand ils écoutent. En live, il y a plus cet impact, je pense, de... Non, mais ça se voit sur les chansons qui ne sont pas dans notre langue, tu vois. Si on les aime, on les aime, on peut les aimer aussi. On aime des grands tubes anglais, bon, y a pas... Sans forcément savoir de quoi il s'agit. Tu vois, sans forcément savoir de quoi il choisit, parce que la musique nous fait un truc au corps. Oui, c'est ça. Nous emporte, je sais pas pourquoi, tu vois, ou même les enfants qui comprennent pas tout aux paroles, effectivement, ils vont se laisser porter par la musique, ils vont chanter en yaourt. Oui, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, ouais, je pense qu'il y a la puissance de la musique. Après, il y a différents types d'auditeurs. Tu vois, il y a des gens qui aiment les chansons à texte. Aussi, qui vont beaucoup plus être portés sur les textes. Et qui vont être plus sensibles à cette poésie, à la musicalité des mots. Moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, pour moi, les textes, c'est hyper important. J'ai jamais... justement, j'ai toujours été... on va dire attentive à ça parce que essaies de trouver un équilibre. De trouver un équilibre, mais c'est vrai que mon chéri, lui, il va me dire ah bah tiens, à telle mesure, il y a la cymbale qui... Toi, tu t'en fous du moment que les mots sont beaux. Ça, moi, tant que le son global me plaît. Tu vois, il y a des gens qui vont être à cheval sur des trucs. Moi, une fois, j'entendais parler Angèle, des artistes comme ça. Et c'est drôle parce que Angèle, elle est très musicienne. Elle disait, oh là, tu te rends compte comment on s'est pris la tête sur... Et moi, je l'écoutais parler. Je me disais, moi, ça, c'est pas le genre de truc sur lesquels moi, j'ai peut-être tort, hein, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ça mon... T'es pas cette musicienne-là? Voilà, je suis pas cette musicienne. C'est juste d'une différence. Tout simplement. Ouais. Et je vais plus m'attarder, oui, je serais capable, si un mot, pour moi, sonne pas, oui, ça va pas le faire, quoi. Je vais me triturer le cerveau jusqu'à temps que... Alors, en général, ça sort assez rapidement, mais il peut y avoir des fois une phrase sur laquelle, bim, ah non, celle-là, tu bloques. Cette phrase-là, non, ça... Alors, t'as 80% du truc, mais... Voilà, t'arrives pas à... Donc ça, je laisse rien passer sur les textes parce que je trouve que c'est, comme tu dis, c'est important d'avoir aussi déjà une cohérence par rapport à la chanson, à la musique, oui, mais aussi un vrai sens. Et c'est vrai que quand parfois les gens ne perçoivent pas le sens, ça me blesse pas, ça me fait, enfin, tu vois, ça me fait... je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'atteint, tu vois, quand quelqu'un me dit non, j'ai pas compris le sens ou quoi. Mais moi, je sais que je l'ai écrit dans ce sens-là et je l'ai dit de la manière dont je voulais dire. Et ça, déjà, pour moi, c'est ça qui est important, quoi. Parce que toi, tu as envie de dire des choses.
de faire Il y a passer, ça aussi, même certainement. c'est pas forcément des messages qui vont révolutionner ou changer, mais des fois je me dis, bah, ne serait-ce qu'une personne qui va s'identifier ou qui va comprendre quelque chose, bah, je me dis, voilà, c'est gagné, quoi. Ça peut être, des fois, c'est une personne qui va t'envoyer un message en disant, bah, tu sais, cette chanson-là, elle a changé ça. Et c'est fort, parce que tu dis, Mm. bah ouais, ne serait-ce qu'une seule personne à qui ça a changé, des fois la vision même. Ouais. Ah non, franchement, c'est touchant, quoi. Tu te dis, bah waouh, ça. Non, mais on vit des histoires d'amour Ah avec, oui, avec des complètement, morceaux. Tu sais, complètement. quand tu découvres un nouveau morceau, puis tout d'un coup, tu l'écoutes, mais 20 fois par jour, comme ça. Je ne sais pas si Qui ça vous est résonne, déjà à arrivé, l'instant T. une espèce de boulimie d'un morceau, là. Et puis après, bon, ça Bon, ça passe, passe, mais, mais sur le moment, oui, mais t'as je sais pas, ça l'impression. résonne avec un moment, avec une émotion, avec un... Bah, on parlait de paroles, c'est marrant Mm. parce que Cœur, la dernière chanson, le dernier single de Clara Luciani, Mm. moi, Cœur, quand elle est sortie, bah là, j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'écoute toujours les paroles. Et là, c'est vrai que j'avais tendance à écouter que la musique. Et je me rappelle que déjà, j'avais mal compris le refrain. Donc, Mm. déjà, à partir du moment où j'avais mal compris le refrain, bah, j'avais mal assimilé Mm. le sujet de la chanson. Et l'autre fois, je me suis dit, ah tiens, je vais peut-être l'apprendre parce que j'aime bien le rythme, etc. Et quand j'ai lu le texte, Ouais, c'est l'amour ne cogne pas le cœur, c'est ça. l'amour ne cogne que le cœur Que et le ne laisse cœur, jamais oui. personne te faire croire le contraire. Mm. En fait, c'est sur la violence faite aux femmes. Ouais. Mais j'ai réalisé que ça parlait de ça à ce moment-là. Quand j'ai lu le texte, il a fallu que Mm. je me pose et que je me dise, ah tiens, je vais l'apprendre. Et là, je l'ai aimé encore plus, sa chanson, parce que la chanson que je trouvais sympathique, elle est devenue sublime à mes yeux. Ça, je me dis, waouh, le message, il est fort, c'est bien dit, c'est bien amené parce que c'est pas pathos, c'est pas. Mm. Hein, je sais pas comment, c'est intelligent, quoi, comment elle a amené le sujet, parce que ça aurait pu parler de ça, mais sur un truc triste, Mhm. tu vois, où tout le monde va prendre son flingue et dire, bah, voilà, oui, alors, il y a des gens, il y a des hommes qui frappent leur femme, oui, bah, voilà la nouvelle, C'est quoi. comme la grenade. Tu Oui, vois. la grenade Tu aussi, peux la lire. sur plein bien sûr. plein de façons. Mais pas de le dire. temps, c'est un peu ça aussi, parce que tu as un rythme très, C'est ça, très j'essaie de péchu, faire et en même passer temps, un tu peu parles la d'un pilule. homme qui passe son temps au travail, qui n'a plus le temps de rien Ah, faire. ça en peut être fait, un homme, ça peut être enfin, une au départ, femme. il y a, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. En tout cas, moi, En c'est fait, comme ça que j'ai entendu au ça départ. peut être tout le monde. C'est pas le temps. C'est la personne qui ne prend pas le temps pour sa famille, qui prend pas le temps pour les vraies choses de la vie et qui, à un moment donné, va le payer. Et à la fin, quand je dis « faudra pas que ça t'étonne », bon, je le dis à la première personne parce que je préfère m'impliquer aussi dans l'histoire, quoi, même si je sais que ça n'arrivera pas. Faudra pas que ça m'étonne si mes enfants plus tard deviennent cons ou bien connes. Tu vois, et ce temps-là que tu donnes pas, Mm. au moment où tu es en train de courir, je sais pas quoi, bah, Tu peux t'étonnes pas le pas. rattraper. Tu peux pas le rattraper. Et t'étonnes pas si à un moment. Et ça, je l'ai tellement vu autour de moi que j'essaye aujourd'hui bah, d'être la meilleure maman. On essaie avec mon mari d'être les meilleurs parents possibles. Aussi pour ça, parce qu'on a vu beaucoup d'enfances détruites par ça, par ce manque de temps accordé, ne serait-ce que du temps. Juste du temps. Juste de dire papa et maman, ils sont là pour moi. Parce que quand je fais mes devoirs, j'ai besoin, parce que j'ai envie de faire des loisirs avec eux, parce que je veux partager du temps, parce que je veux passer du temps et avoir des souvenirs et construire mon enfance avec ma famille. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas faire ça et qui ont parfois rien, parfois des très belles chambres avec beaucoup de choses. Le temps, c'est précieux. Et c'est pas ça qui va faire qu'ils vont se construire en tant qu'enfants. Donc Justement, on va prendre le temps, Ose, de plonger un petit peu plus dans ton univers pendant un petit temps, justement, suspendu dans le temps. On regarde. Faisons une grande fête. Pour le temps qu'il reste. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Je suis là pour toi, on est là pour toi. Je suis là pour toi, on est là pour toi. Je suis là pour toi, on est là pour toi. On est là que pour toi. Je suis là pour toi. oui, c'est le prochain. C'est le celui-là. prochain. On est revenu à quelque chose, voilà. Et là, c'est vraiment une chanson basée sur l'empathie. Il n'y a pas de deuxième lecture ou troisième lecture. C'est une chanson juste de dire ce qu'on a envie d'entendre. Parfois aussi, juste un ami qui te dit bah, je suis là pour toi. Voilà, ça paraît bête, mais je pense que c'est aussi la base, une des bases pour laquelle notre société va
pas super bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose plus dire quand ça va pas parce qu'on a l'impression que si ça va pas, les gens vont un peu nous tourner le dos. On n'ose plus être sincère, donc on va mettre toujours sur les réseaux des choses. Ah oui, Ouais. voilà, je suis en super forme. Mais bon, après, quand tu es artiste, tu es obligé aussi de travailler ton image, qui est normal. Tu vas pas dire ah bah aujourd'hui, j'ai un problème de santé. Enfin, les gens, ils sont pas là pour ça non plus. Mais même quand tu n'es pas artiste et que les gens voilà, font un métier autre, etc., on a tendance à cacher, en fait, notre mal-être. Et j'ai remarqué ça parce que un jour, j'ai été mal moi-même. J'avais fait un tour de manège qui m'avait tourné un peu trop tourné la tête. Et c'est marrant, c'est quand j'ai été mal que j'ai vu plein de gens dans mon entourage m'avouer qu'ils étaient mal. Mais si je n'avais pas été mal à ce moment-là, aucune de ces personnes m'aurait avoué qu'eux aussi traversaient une phase compliquée. Et j'ai appris plein de choses sur ces gens-là à ce moment-là. Et quand ça a été mieux pour moi, je me suis dit, mais attends, mais ces gens, ils ont vécu ça. Mais je ne l'aurais pas su si moi-même, je n'avais pas été dans cette détresse à ce moment-là. Bah, Émilie, elle a osé ça, en fait. Montrer sa vulnérabilité de manière très touchante, justement. Et merci d'ailleurs pour ça. Je trouve que tu as pris la parole aussi là-dessus. Peut-être est-ce la journaliste aussi qui a voulu... Tu sais, là, je pense que tu fais référence au cancer que j'ai eu. J'ai pris la parole, mais mine de rien, j'ai quand même créé 2 comptes Instagram dissociés. Parce que j'avais pas envie que mon vrai nom, Émilie Brigand, mon nom de journaliste, mon nom que j'utilise pour ce métier soit trop quand même associé à la maladie. Parce que les étiquettes me font peur, parce que tout le monde, faut être honnête, tout le monde n'est pas toujours bienveillant. Donc, j'ai eu besoin d'en parler parce que j'avais besoin certainement de créer une communauté ou de rentrer dans des communautés pour se soutenir, pour échanger, pour se rassurer, parce que je pense que quand on ne l'a pas vécu dans sa chair, c'est difficile de comprendre ce que quelqu'un qui a un cancer, et surtout les traitements du cancer, traverse. Et en même temps, voilà, je ne voulais pas forcément trop l'associer. Donc oui, j'ai pris la parole, mais tu vois, pas de manière pas complètement libre, puisque je ne l'ai pas fait en mon nom de journaliste, mais je l'ai fait avec un pseudo que j'utilisais déjà, grosso modo. Après, j'ai trouvé ça... justement, je ressens un petit peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que le fait de dire, là, voilà, moi, ça va pas, je vais perdre mes cheveux, j'ai un cancer, je suis en traitement, etc. Ça a libéré la parole d'autres femmes qui en avaient traversé. Je ne savais même pas qu'elles avaient eu des cancers aussi. Et ça a libéré la parole sur ce sujet-là. Mais je le fais comme plein d'autres personnes. Il y a pas mal de gens qui parlent de la maladie. Et à d'autres gens, ça fait peur. Et à d'autres personnes, ça peut faire mais peur. Mais via la photo aussi, tout ce que tu as fait comme travail aussi artistique autour de ça pour transmuter ou je sais pas. Si tu veux, j'ai essayé de trouver un équilibre entre me soigner, être dans quelque chose, dans un rapport intime avec moi-même et dans une introspection même, et puis en même temps continuer à vivre normalement. Continuer à rigoler, s'autoriser à rigoler de mon crâne d'œuf, des perruques monstrueuses qu'on m'a proposées. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire à la fois en me protégeant un petit peu, puisque c'était avec un pseudo, et en même temps en parlant publiquement et en rencontrant d'autres femmes et en faisant des petites choses artistiques. Mais ça doit faire du bien aussi de pouvoir justement échanger sur un sujet. Moi, ça m'a fait du bien, mais tu vois, j'ai rencontré des femmes qui sont observatrices de ça, par exemple, qui ont des comptes Instagram abonnés à plein de femmes qui parlent de la maladie, mais qui, elles, n'en parlent pas, parce qu'elles n'ont pas ce besoin. Donc, c'est pas la recette miracle, ça a été ma recette à moi. C'est déjà bien d'avoir trouvé. Voilà, et c'était pas ma seule recette d'ailleurs, parce que comme je voulais, encore une fois, je voulais pas moi-même m'identifier qu'à la malade, j'ai continué à travailler, et c'était intéressant d'avoir un compte Instagram sur lequel je parlais pas du tout de la maladie. Parce que là, je m'identifiais à Émilie Brigand comme d'habitude. Comme quand tu prends une voix aussi, voilà. C'est ce que tu la disais, suite que tu... Et j'avais un côté qui continuait son petit bonhomme de chemin,
son petit bonne femme de chemin. J'essaye de faire ma féministe. Et puis de l'autre bon, côté, et puis de l'autre côté, la Émilie qui était malade et je voulais pas le nier non plus. Donc voilà, j'ai fait comme ça. En tout cas, bravo pour tout ça et bravo pour le travail que tu transmets dans tes ouvrages. Alors, il y a peut-être d'autres choses qui arrivent dans les choses à venir, dans l'actu, vu que Oui. l'émission touche presque à sa fin. Est-ce qu'on peut J'ai avoir un des projet actus de deuxième livre, mais qui n'a rien à voir Mhm. avec la voix, puisque moi, la voix, c'est mon outil de travail, c'est une grande histoire que je raconte d'ailleurs, parce que ce livre, il y a 60 exercices dedans, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une partie narrative et autobiographique qui a pour vocation d'expliquer comment j'ai pu passer d'une petite fille ultra timide qui s'évanouissait en cours dès qu'il fallait qu'elle prenne la parole, récite une poésie ou même jouer de la flûte, la fameuse flûte, et on m'aurait dit à l'époque, tu travailleras avec ta voix, ce sera ton gagne-pain, et puis en plus tu adoreras ça et tu transmettras beaucoup. J'aurais dit n'importe quoi. Enfin, c'était mais plus timide que moi, c'était pas possible. Donc j'avais besoin dans ce livre de raconter mon histoire, peut-être pour aussi me donner de la légitimité. Oui, chaque début de chapitre, partie commence par chaque par partie par ton commence histoire, par un bout une de mon anecdote. histoire qui a fait que j'ai travaillé sur telle ou telle thématique sur la voix. Et puis, j'ai commencé à enseigner le théâtre très très tôt, en fait. J'avais 20 ans. Mais je ne m'autorisais pas à jouer. J'étais une très bonne élève, très studieuse. Moi, il fallait toujours que je comprenne, que j'analyse, que je fasse des recherches. Donc, je voyais le théâtre comme un outil pareil, que j'analysais. Parce que ma mère faisait du théâtre, mon père était journaliste. Donc, j'observais beaucoup. Et il a fallu longtemps avant que je m'autorise à moi-même trouver ma voix et en faire ma voix. Donc je raconte toute cette histoire le plus sincèrement possible et je propose tous mes exercices qui viennent à la fois du théâtre, de la radio et de différentes rencontres que j'ai faites avec des orthophonistes, avec des personnes qui font du yoga et que je cite aussi dans mon livre et qui se sont prêtés au jeu de me donner des exercices, où on a fabriqué des exercices ensemble, où on mélange plusieurs techniques. Bien dans ma voix aux Voilà. éditions First, à mettre entre toutes les mains. C'est pas seulement si on est chanteur Mais surtout pas si on est chanteur. mais si aussi, puisque Karine a fait allusion à des exercices de corps, oui, bien sûr qu'on utilise les artistes aussi. On utilise les mêmes outils, mais on ne va pas dans les mêmes notes. C'est-à-dire que dans la voix parlée, on utilise 2 à 3 notes. Dans la voix chantée, on utilise beaucoup plus de notes. Et on va utiliser plusieurs octaves, etc. Moi, je travaille que sur 2-3 notes qui sont nos notes de la zone de confort. Mais on travaille avec le même outil à la base. Ouais, c'est clair. En tout cas, à tous les timides qui nous écoutent, oui. Allez voir Émilie, vous êtes entre de bonnes mains. Oui, j'adore les timides, venez me voir. Et comment Ose continue la suite de son chemin alors la suite de l'actu, c'est toujours dans les cabarets parisiens, donc quasiment tous les soirs au cabaret chez ma cousine à Montmartre. Aussi de temps en temps encore au Don Camilo, là où ton papa... Faut que je revienne. Avec plaisir. Et puis en parallèle, les festivals, toujours première partie, les concerts, voilà. Donc l'actu, on peut rester connecté sur les réseaux sociaux. Oui. Ose a un compte Insta, Ose Musique avec un S, voilà, Ose HOZEMUSICS. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu la suite des concerts et des événements futurs. Et puis je fais pas mal de... Enfin, là, le nouveau single, donc c'est Je suis là pour toi, qui sort le 21 avril. Et le disque physique, donc un nouvel EP physique qui arrive pour fin juin. Ok, donc voilà. On suivra tout ça. Émilie aussi, on peut te retrouver sur Internet, tu as un site Internet, les réseaux sociaux. Le site emiliebrigand.com, les réseaux sociaux, Émilie ou Morissette Payette. Morissette si vous Payette. voulez entendre parler. Alors Morissette, en plus, elle parle de maladie, mais beaucoup avec le sourire, parce que je l'ai quand même traversée par chance avec le sourire. Et puis, juste un petit mot sur un projet qui me tient à cœur, qui est un podcast que j'ai fabriqué avec une collègue journaliste qui s'appelle Adeline Gaden, à propos, qui raconte la vie d'un homme qui a été abandonné à la naissance au Canada et qui a eu une enfance très compliquée dans la violence, qui a été adopté par des Français, des Bretons, et qui, à force de voyages, qui était ébéniste, qui a travaillé dans le commerce, etc., qui, à force de voyages et de rencontres, de belles rencontres justement, est devenu
pour moi en tous les cas, un grand sage et a créé ce qu'on appelle la thérapie par la méditation. Et en 10 épisodes, on raconte l'histoire de cet homme qu'on interviewe à tour de rôle. Et chaque épisode parle d'un petit bout de sa vie. Et à l'issue de l'épisode, on propose 5 minutes de méditation sur une David Sorin. thémédite. Donc 5 minutes de méditation sur une thématique qu'il a lui-même traversée dans sa vie. C'est David Sorin, c'est un homme incroyable. Et là, je crois qu'on en est au 8e épisode sur 10. Donc la série est bientôt terminée. Ça s'appelle Juste assis devant la mer. Parce que c'est quelqu'un qui a trouvé beaucoup de choses dans cette posture assise devant la mer. C'est mon petit projet chouchou du moment. N'hésitez pas à aller nous écouter, allez écouter sa vie inspirante. Donc juste assis devant la mer. devant la mer. C'est disponible sur Ocha et puis pas mal de plateformes d'écoute de podcasts. Bon, super. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ose, merci également. Merci à toi, Merci à à toi, toi. Gaëlle. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors même si vous n'êtes pas actuellement assis au bord de la mer, sachez que vous pouvez travailler votre voix. Peut-être qu'en travaillant votre voix, vous allez suivre votre voix. En tout cas, c'est aussi l'objectif qu'on vous propose sur ABC Talk. Merci à toute l'équipe et à très bientôt pour un nouvel épisode.